Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Louis Michel. Bonjour. Député européen, membre du mouvement réformateur. Est-ce que l'Europe, après les décisions notamment du Conseil hier ou du sommet hier, est en train de durcir ses frontières ? Je ne suis pas sûr qu'il faille voir ça comme ça. Je pense que l'Europe d'abord a pris des mesures pour répartir de manière plus ou moins équitable les réfugiés, ce qui me paraît quand même une avancée substantielle. L'Europe a aussi osé prendre des décisions à la majorité qualifiée. C'est aussi très important. Ça veut dire que cela exprime un volontarisme et une efficacité qui manquait un peu jusqu'ici. L'Europe a aussi dégagé des moyens substantiels pour aider, dans le fond, à canaliser de manière humaine tous ces réfugiés. Donc un milliard d'euros. Hein. 1 milliard d'euros, je ne sais pas si vous mesurez ce que ça représente, c'est évidemment très important. J'attends encore toujours que d'autres puissances économiques mondiales fassent le même effort. Ça passera notamment par les différentes institutions qui existent, ça passera aussi par un renforcement et un refinancement des agences des Nations Unies. Donc, c'est pas rien. Ouais, mais on sent bien quand même que l'idée... quand on investit 1 milliard d'euros, notamment auprès du HCR, c'est l'idée qu'on va essayer d'améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés qui se trouvent aujourd'hui en Jordanie, au Liban, en Turquie, dans l'idée que ces candidats réfugiés ils restent à proximité des pays d'origine et qu'ils ne viennent pas en Europe. C'est pas un peu de frilosité ? Je ne sais pas s'il faut appeler ça de la frilosité, c'est de la gestion humaine, globale du phénomène. Je pense qu'il faut aussi se garder de renforcer les effets d'appel si ce n'est pas utile. Je pense, moi, que l'Europe fait quand même énormément pour essayer d'accueillir les réfugiés dans les meilleures conditions. Alors, on va créer des hotspots, notamment en Italie et en Grèce, c'est ce qui a été décidé. Ces hotspots, c'est quoi ? C'est un centre de tri ou c'est un... C'est un centre de tri, mais qui est fondé sur les conventions de Genève, c'est fondé sur Dublin, c'est fondé en fait sur tous les paramètres humains qui régissent la politique de migration de l'Union européenne. Donc on laisse passer ceux qui répondent au statut de réfugié et on renvoie ou on stoppe ceux qui sont des migrants économiques ? Ceux qui ne sont pas reconnus comme réfugiés humanitaires, disons, ont encore toujours le droit de demander l'asile. Mais le dossier sera traité beaucoup plus rapidement, et alors soit ils devront rentrer chez eux, soit il y aura d'autres solutions. Mais indiscutablement, c'est important de ne pas laisser venir un afflux massif en une fois sans avoir une sorte de pré-tri. Ça ne me paraît pas, ça me paraît en fait de la méthodologie efficace. On parle de centres de rétention, ça va ressembler un peu à des prisons. Je pense que c'est un peu excessif. Je n'ai jamais entendu ça dans la bouche des Européens. Je n'ai pas le sentiment qu'on va faire de la rétention. On va simplement faire un tri fondé sur un principe fondamental qui est d'ailleurs d'abord d'accueillir ceux qui doivent être accueillis, qui doivent être protégés, c'est-à-dire ceux qui fuient la guerre, qui fuient la violence, qui fuient la mort. C'est ceux-là dont on parle. Mais est-ce que ça va pas créer un abcès, un centre de fixation, ça va être la porte d'entrée dans l'Union européenne, hein ? Est-ce que finalement, en Italie et en Grèce, ça n'a pas renforcé la pression sur les endroits où on va installer ces fameux hotspots ? Je ne pense pas. Moi, je souhaiterais d'ailleurs qu'il y ait des hotspots en dehors de l'Europe. Quand vous étiez commissaire européen, vous aviez tenté une expérience ? Oui, une expérience d'ailleurs qu'on aurait dû renforcer et généraliser. Nous avons installé avec la France et l'Espagne et la Commission européenne un centre de gestion et d'information des migrants. C'est-à-dire que ceux qui voulaient migrer venaient devant ce centre et venaient en fait dire dans quel pays ils voulaient aller, s'ils avaient de la famille, s'ils connaissaient la langue. Et on leur proposait là une formation dans la langue du pays où ils voulaient se rendre, une formation professionnelle. On leur offrait même des contrats avec l'Espagne par exemple, liés à des contrats temporaires, des visas permanents qui leur permettaient de retourner dans leur pays après la saison, par exemple, de récolte de fruits et légumes, qui leur permettaient de retourner, et l'année suivante de revenir. Donc tout ça déculpabilisait. On est 10 ans plus tard. Pourquoi est-ce que cette expérience-là, on ne l'a pas maintenue, et pourquoi finalement on se retrouve à recréer des choses dont on savait que c'était la bonne pratique? J'ai eu la même interrogation et la même inquiétude. En réalité, on a progressivement transformé ce centre dans un centre d'accueil pour ceux que l'on renvoyait. Ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif au départ, c'était de dire, plutôt que de choisir des canaux illégaux avec des passeurs et de devenir les victimes de ces passeurs, mais organisons, canalisons en fait une migration encadrée, accompagnée, humaine. Alors, vous y avez fait référence, les décisions d'hier ont été prises à la majorité qualifiée, ce qui veut dire
que ce n'était pas l'unanimité, qui est habituellement un petit peu la philosophie des grandes décisions européennes. Et plusieurs États membres menacent déjà de ne pas appliquer les mesures. Ils dénoncent un diktat de l'Union européenne. C'est un bras de fer au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut y survivre ? Ah, je pense qu'on peut y survivre, mais il faudra aussi que maintenant on explique et que l'on montre à ces États membres qui veulent bien les avantages de l'Europe, mais qui ne veulent pas les contraintes, que l'Europe a aussi des moyens coercitifs. Il est évident que des pays comme la Hongrie, par exemple, et d'autres qui bénéficient de fonds structurels extrêmement importants, on pourrait peut-être leur indiquer qu'on peut réduire ou supprimer les fonds structurels si on ne joue pas le jeu des valeurs européennes et aussi des traités européens. C'est un peu du chantage, ça, Louis Michel ? Ce n'est pas du chantage. C'est simplement rappeler les devoirs, à la fois les droits et les devoirs aux États membres. On ne peut pas être dans l'Europe pour ce que l'Europe vous apporte et ne absolument refuser de toute contribution aux politiques européennes. Ça ne me paraît pas, ça c'est pas du chantage. Je pense que c'est eux qui font du chantage. Je pense que c'est pas comme ça qu'il va voir. Vous avez cité la Hongrie, il y a aussi la Slovaquie, il y a plusieurs pays réticents. Sur Viktor Orban, vous avez publié un communiqué cette semaine, vous demandez à ce qu'on entame l'article 7. Expliquez l'article 7, c'est ce qui permet de sanctionner un État membre qui ne respecte pas. Quand un État membre ne respecte pas manifestement les traités, on peut actionner l'article 7. Je vous renvoie d'ailleurs, cet article 7 a été modifié à la demande de la Belgique lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, suite à l'affaire autrichienne, suite aux propos et aux actes d'ailleurs de M. Eder. À l'époque, et c'est là qu'on a dû modifier, à la demande de la Belgique, on a modifié ça pour renforcer. Et donc on pourrait l'appliquer aujourd'hui pour à renforcer, bien sûr, pour renforcer les possibilités de sanctions de l'Union européenne. Évidemment, puisqu'il est en contravention totale avec le traité européen. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représente le fait qu'un chef d'État d'un pays européen fasse voter des lois qui engagent en fait la possibilité pour son armée, pour sa police, de tirer à balles réelles, pas mortelles, mais à balles réelles sur des migrants. Donc non létal, c'est ce que prévoit le texte de loi. C'est scandaleux. Jamais on ne pourrait imaginer, en tout cas, j'ai jamais pu imaginer qu'un jour dans un pays européen, on en arriverait à ça. J'ajoute d'ailleurs qu'il avait déjà commis d'autres contraventions au traité européen. Le fait, par exemple, de casser l'indépendance de la magistrature, le fait de casser l'indépendance de la presse. On oublie, mais il a fermé des chaînes de télévision, il a fermé des journaux, Monsieur Orban. Et ce qui me choque le plus, c'est que le Parti populaire européen... Donc ce sont les sociaux chrétiens européens, le PPE, dont le CDH est le plus gros groupe au sein du Parlement membre. européen. Je m'empresse d'ailleurs de dire que M. Rollin ne se commet jamais et ne s'est jamais trompé de vote quand il s'est agi de cette question-là. Donc je ne vais pas l'attaquer, M. Rollin, qui se comporte comme nous. Il n'y a aucun problème. Mais ça n'empêche quand même qu'ils sont membres du PPE. Le PPE défend avec bec et ongles M. Orban. Donc il devrait l'exclure ? Enfin, c'est la moindre des choses. Ouais. M. Orban a été observateur un jour au Parti libéral, ça n'a pas duré longtemps, qu'on a dit on ne veut pas de ce monsieur-là. Ouais. Les socialistes, le groupe PSE pourrait suspendre Robert Fico, ça c'est une décision qui va dans le bon sens ? Robert Fico, c'est le ministre slovaque. Mais je pense que oui. Nous avons été les tout premiers d'ailleurs à demander l'application de l'article 7, des sanctions, et il est évident que nous exhortons le PPE de mettre ce monsieur dehors, hors du PPE. Il y a le débat politique, donc au sein de l'arène parlementaire que vous décrivez, mais est-ce que la Commission doit aujourd'hui prendre une initiative contre la Hongrie ? Très clairement. Maintenant, j'en ai un peu assez, j'en ai un peu marre. Vous pouvez appeler Jean-Claude Juncker, vous le connaissez un petit peu ? J'en ai un peu marre, ça je peux faire. J'en ai un peu marre de toute cette tergiversation de M. Timmermans qui parle qui n'ose pas engager la Commission dans la procédure de sanction. Or, aujourd'hui, toutes les conditions sont remplies pour qu'il y ait procédure de sanction. C'est pas possible de continuer comme ça. Vous imaginez à quel point ce monsieur défigure les valeurs européennes. Enfin, c'est une honte pour l'Europe. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus suivi ? Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler en ce moment de Viktor Orban alors que tout ce que vous avez décrit est connu depuis longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années. On sait qu'il y a des milices en Hongrie, les Jobbik, la presse muselée, vous en avez parlé. Pourquoi est-ce que l'Union européenne a tant attendu ? Parce que je pense que l'Union européenne subit quand même la mainmise massive du Parti populaire européen et qui a été faire, je dirais, de la retape dans les nouveaux pays, qui est allé chercher tout ce qu'il y avait de plus conservateur dans ces pays-là, qui sont aujourd'hui dans le PPE, qui n'est pas évidemment unanimement sur cette ligne-là, ça va de soi. Beaucoup de PPE se sentent de plus en plus mal à l'aise dans ce groupe politique, dans ce parti, à cause de la présence de gens comme M. Orban, que M. Weber
chef de groupe du PP au Parlement européen, défend bec et ongle. Je ne comprends pas. Ouais. On a parlé de l'Europe. Est-ce que la Belgique a été à la hauteur de la crise des réfugiés? Est-ce que l'accueil était celui que vous vous attendiez à avoir? Je pense que nous avons certainement été exemplaires sur cette question-là. Je ne pense pas qu'on puisse reprocher grand-chose à la Belgique. La Belgique a fait sans doute un des meilleurs élèves de l'Europe par rapport à l'accueil des réfugiés. Et pourtant, on a tellement dit sur l'incapacité de certains partis du gouvernement. Sur la répartition des réfugiés, on devait en accueillir 2500. Hier, le chiffre a été revu à la baisse. Ce sera probablement aux alentours de 2000. Ça, c'est une objectivation des chiffres européens. C'est pas sous la pression de la NVA? La pression de la NVA? Non. La NVA n'a joué aucun rôle particulier là-dedans. Moi, j'observe simplement qu'entre les discours, notamment du président de la NVA, et ce qu'appliquent les ministres NVA à la fois au niveau de l'accord de gouvernement et notamment dans la politique des réfugiés, il n'y a absolument rien à redire. Oui. Alors, je vais vous proposer une question Twitter. Elle émane d'Alexis de Soif. Alexis de Soif, c'est le président de la Ligue des droits de l'homme, c'est un avocat. Doever 2015 égale le Haider autrichière de 2000, qui avait justifié un appel au boycott, on se souvient, vous aviez lancé, vous avez dit « je n'irai plus de faire de ski en Autriche ». Pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui muet? C'est la question qu'il vous pose. Je ne pense pas que je suis muet. J'ai pris les positions que j'ai toujours prises. Je comprends la question, évidemment, mais ce n'est pas une question qui m'embarrasse. Jusqu'ici, n'en déplaise à ce monsieur, jusqu'ici, les actes posés par la NVA au gouvernement ne sont pas contraires à la démocratie, restent strictement dans la ligne des politiques que nous avons voulu sur ce terrain-là et que nous mettons en œuvre. J'observe que M. Jernbaum, comme ministre de l'Intérieur, a fait exactement ce que la position belge, c'est que l'accord de gouvernement prévoit. M. Franken fait exactement ce que nous demandons. Donc ce ne sont que des paroles, paroles, paroles. Mais monsieur Grosfilet, quand on fait de la politique, le discours d'un parti, le discours d'un président de parti, il est par définition plus radical que le discours d'un ministre qui lui est tenu à la fois par la réserve ministérielle et par l'accord de gouvernement. Quand ce discours, Louis Michel, c'est de dire on ne doit pas avoir les allocations familiales tout de suite, on doit avoir un statut particulier, on doit renégocier la Convention de Genève et une commission internationale sur les réfugiés, c'est quand même un discours avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Non, c'est un discours avec lequel je ne suis pas d'accord. Je suis radicalement opposé à ce type de proposition-là. Mais je ne suis pas non plus prêt, à créer une société ou à créer un débat politique où tout est interdit, où plus personne ne peut dire une petite voix divergente par rapport aux autres. Est-ce qu'il est quand même en train de vous provoquer, Bart De Wever? Est-ce qu'il ne vous provoque pas sur le terrain des valeurs? Je pense que non, je ne crois pas. Je pense que M. De Wever, il a une série de propositions, une série d'opinions que je ne partage pas du tout, que je trouve même à la limite parfois, disons, donc il peut continuer à dire ce qu'il veut, ce ne sera jamais une affaire de gouvernement. Il ne dira pas, ça on verra bien. Jusqu'ici, en tout cas, ça fait partie du débat. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de proposition. Mon parti a réagi très rapidement pour dire qu'on n'était pas d'accord. Et j'observe, M. Grosfilet, qu'au niveau du gouvernement, jusqu'ici en tout cas, manifestement, on est sur la ligne qu'on a toujours tracée, qu'on a toujours défendue. Il nous reste une minute. Une dernière question. Est-ce que la solution de la crise, c'est maintenant que les Occidentaux aient le courage, comme les Russes sont visiblement en train de le faire, d'intervenir au sol en Syrie et en Irak? Moi, je dois vous dire qu'il y a très longtemps que j'ai dit qu'il ne fallait pas du tout évacuer cette possibilité-là. Ça doit se faire évidemment en fonction des règles, en tenant compte des règles internationales, ça doit se faire avec l'ONU, mais honnêtement... On doit en parler la semaine prochaine à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Votre fils, Charles Michel, il représentera la Belgique? Ça, je ne suis pas le porte-parole de mon fils, on verra bien ce qu'il dira. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que moi, depuis très longtemps, je dis que pour s'attaquer au fondamentalisme, à l'État islamique et à toutes ces barbaries-là, à un moment donné, je ne vois pas quelle autre formule il faudra utiliser que la contrainte. Merci Louis Michel d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Bianca Debatz qui sera l'invité de Stéphanie Meyer. À demain.